Je m'appelle Alina. J'ai 25 ans, mais je vais commencer depuis le tout début. Je me suis mariée tôt, à l'âge de 17 ans. Mon mari était 2 ans plus âgé que moi. C'était mon premier amour de lycée, du moins je le pensais. Oui, il y avait un intérêt pour lui, même une passion au début, puis ça s'est transformé en habitude. Mon mari me portait dans ses bras, me dépoussiérait, s'occupait de moi quand j'étais enceinte, donc il me gâtait. 1 an après notre mariage, ma fille est née, je n'allais pas à l'école ou au travail, et mon mari étudiait et travaillait. Il est vrai que l'argent était serré, mon mari commençait tout juste à faire carrière, et j'étais belle et donc capricieuse. À part m'occuper du bébé, je ne faisais presque rien dans la maison. Ma mère s'en occupait, et elle n'aimait pas ça. J'ai commencé à m'agacer de tout, de la maison à mai et de mon matelas. Au total, nous avons vécu avec lui pendant 5 ans, et avec ces années, mes sentiments pour lui se sont complètement refroidis. Bien que j'ai réalisé que je ne l'aimais pas après la naissance de ma fille. Tout ce temps, je le laissais simplement m'aimer. Puis un jour, je me suis regardée dans le miroir et j'ai réalisé que mon mari n'était pas l'homme avec qui je voulais passer le reste de ma vie. J'ai commencé à rêver d'un riche prince sur un cheval blanc qui m'emmènerait, moi et ma fille, dans des contrées lointaines où nous vivrions dans le luxe. Je m'imaginais en tant que dame riche. Bien sûr, mon mari n'était ni alcoolique ni batelier. Nous n'étions pas pauvres, mais pas non plus luxueux, et je voulais plus pour moi et ma fille. Alors, j'ai attendu mon prince qu'il soit maudit. J'ai rencontré Vitas qui avait 33 ans. Ses parents avaient émigré en Suisse où il vivait. Il parlait bien russe et avait sa propre entreprise touristique internationale ainsi qu'une chaîne de ses propres hôtels pour touristes. Au début, nous nous sommes juste correspondus en secret de mon mari, mais ensuite nous avons communiqué via Skype. J'étais une mère attentionnée tout le temps, faisant semblant d'être une épouseuse aimante et tendre, malgré le fait que le sexe avec mon mari était devenu une routine. En même temps, je rêvais de mon prince, dont j'étais déjà tombée amoureuse sans même l'avoir rencontré, et d'une nouvelle vie luxueuse. Et puis le jour tant attendu est arrivé. Vitas allait venir aussi visiter notre ville. J'étais au 7e ciel. La seule chose qui me faisait peur était la conversation à venir avec mon mari, car il m'aimait. Vitas est arrivé 1 semaine après m'avoir informé de cela. Je l'ai accueilli à l'aéroport avec un magnifique bouquet, puis nous sommes allés à l'hôtel, où il avait loué une suite d'affaires. Après cela, nous avons fait une promenade dans la ville, puis nous sommes retournés dans la chambre d'hôtel, où nous sommes restés pendant toute la durée de sa visite. C'est là que tout s'est passé pour la première fois entre moi et lui. Je me sentais comme dans un conte de fées. J'ai passé 2 jours dans sa chambre, j'ai éteint mon téléphone portable et je ne pensais qu'à mon bonheur. 2 jours plus tard, Vitas m'a dit qu'il avait terminé ses affaires en Russie, qu'il rentrait chez lui et qu'il voulait m'emmener, moi et ma fille, avec lui en tant que sa future épouse. J'ai immédiatement accepté, sachant que c'était un moment crucial pour parler à mon mari. Quand je suis rentrée chez moi, mon mari m'a attaquée, me demandant où j'étais et ce que je faisais. Il avait déjà appelé les hôpitaux et les morgues et prévoyait de déposer un rapport à la police. Mais ensuite, je lui ai dit que je le quittais, parce que j'avais rencontré et tombé amoureuse d'un autre homme. J'ai expliqué que j'emmenais ma fille avec moi et qu'il devait donner son consentement écrit pour qu'elle puisse partir à l'étranger. Il a dit que je pouvais partir, mais qu'il ne me donnerait pas sa fille. J'ai fait une crise de colère et je l'ai traité de perdant en blâmant sa jalousie et son ressentiment pour priver sa fille d'un avenir radieux. J'ai ensuite essayé de le convaincre que je n'emmenais pas sa fille loin de lui de façon permanente, qu'elle pouvait venir le voir en vacances et qu'il pouvait venir nous rendre visite. Nous étions même prêts à payer son voyage. Cependant, mon mari hésitait. Je suis retournée voir Vitas et je lui ai tout raconté en laft. Vitas a proposé de m'accompagner, mais sans ma fille, pour visiter et vivre avec lui pendant quelques mois. Ensuite, nous pourrions revenir et divorcer et trouver un moyen de prendre ma fille. Si nécessaire, nous pourrions donner de l'argent à son mari ou trouver un autre moyen de le faire sans son consentement. C'est la Russie où tout peut s'acheter et se vendre, même jusqu'aux élections.
Nous pourrions soudoyer quelqu'un et lui retirer ses droits paternels s'il se met en travers de notre chemin. Dans ce cas, il ne reverrait jamais sa fille. Tlaps. Zifam, j'ai dit à Vitas que j'avais besoin de faire mes bagages, à quoi il a répondu en plaisantant que je devrais seulement prendre mes documents. Il a dit qu'il m'achèterait tout ce que je voulais quand je serais arrivé. J'ai décidé de laisser derrière moi mes anciennes affaires et ma vie passée en souvenir pour mon mari. Je voulais qu'il se souvienne de la femme qu'il avait perdue. Ces mots m'ont fait me sentir coupable pour la première fois, car mon mari n'était pas responsable. Quand je suis retournée chez moi pour prendre mes documents, j'ai essayé de persuader une fois de plus mon mari de laisser ma fille partir avec moi. J'ai reconnu que des millions de personnes se rencontrent et se séparent, et je me suis excusée d'avoir été méchante avec lui. Je lui ai demandé pardon, mais il ne voulait pas m'écouter. Il a commencé à parler de réfléchir à nouveau en disant que tout était flou et qu'il était prêt à me pardonner pour tout. Mais je m'en fichais. Donc j'ai dit que je reviendrais et que nous continuerions la conversation devant le tribunal. Juste avant de partir, Vidas m'a dit que nous devions passer par son hôtel en Turquie en chemin. Des choses imprévues étaient survenues juste pour une journée, pour régler quelques formalités, et de là nous partirions en Suisse et nous détendrions en même temps. En Turquie, nous avons enregistré à l'hôtel, où nous avons été accueillis et conduits dans notre chambre, sa chambre privée, comme il me l'avait dit, avec du champagne et un petit déjeuner léger. Il a ouvert une bouteille, a versé des verres et a dit « à une nouvelle vie ». Après avoir bu le champagne, je me suis sentie malade. Mes yeux tournaient et je me suis évanouie. C'était la fin de mon conte de fées et le début d'un vrai film d'horreur. Je me suis réveillée dans une pièce sans fenêtre, complètement nue sur le sol, sans mon téléphone et mes documents. Après un moment, 3 hommes de nationalité slave sont entrés et m'ont félicité pour mon arrivée. J'ai commencé à crier et à protester en appelant Vidas, mais ils m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas de Vidas et que j'étais leur propriété maintenant. Ensuite, j'ai été battue et abusée. Cela a duré 2 jours où ils m'ont gardée dans cette cellule complètement nue, me battant, m'insultant et me poignardant avec un objet inconnu. J'avais toujours une perception déformée de la réalité, et au début, je pensais que c'était juste un cauchemar. Mais ensuite, j'ai réalisé que j'avais été vendue à la prostitution et que je vivais en enfer. Ces entrées, ils m'ont emmenée à la douche, m'ont fait me nettoyer, puis m'ont jeté des vêtements et m'ont demandé de m'habiller. Ils m'ont ensuite emmenée dans une pièce où un homme d'environ 45 à 50 ans d'origine sudiste était assis. Il m'a informé que j'étais maintenant sa propriété et que ma vie était entre ses mains. Il m'a demandé si j'avais une idée de qui je travaillais pour. J'ai ensuite appris que ce même Vidas, ou peu importe son nom, était l'un des nombreux coursiers qui livrent de belles filles pour la prostitution, non seulement de Russie, mais aussi de Biélorussie, Moldavie, Pologne, République tchèque et d'autres pays. Ces filles sont attirées sous prétexte d'un emploi, d'une carrière dans l'art, ou comme dans mon cas, d'une nouvelle vie belle et facile. Et ensuite, elles sont vendues dans des bordels. Bien qu'il y ait suffisamment de personnes qui veulent partir, ils ne s'intéressent pas aux toxicomanes ou aux filles au passé difficile. Ils choisissent les propres et les belles, et ils n'ont pas d'objection si elles sont mariées. Donc quand j'ai réalisé la vérité, j'ai été horrifiée. Alors quand j'ai protesté en disant que je ne deviendrais pas une prostituée, ils m'ont frappée à nouveau. Et puis, ils m'ont montré des photos de ma fille et m'ont dit que si je refusais de travailler, si j'essayais de m'enfuir ou de me suicider, ils avaient des gens dans ma ville, ils connaissaient mon adresse, ils me trouveraient et réhabiliteraient ma famille. Ensuite, ils m'ont fait appeler mon mari et lui dire que j'avais trouvé mon bonheur, que j'aurais mes propres enfants, que je n'étais plus intéressée par lui ou ma fille. Encore une fois, ils m'ont rappelé ma fille, demandant si je n'en avais vraiment pas besoin. J'ai fait ce qu'ils ont dit. Mon mari m'a dit de ne plus jamais appeler et d'oublier le numéro une fois pour toutes. En même temps, cet homme a dit que si j'étais intelligente, obéissante et que je faisais du bon travail, j'aurais une belle prime. Quand il avait été 6 mois d'enfer,
J'ai été vendue comme du bétail au marché. Les brimades, l'humiliation et les coups sont devenus la norme. Plusieurs fois, je suis tombée enceinte, j'ai avorté, puis j'ai été stérilisée de force et je pouvais plus avoir d'enfants. Les clients étaient principalement des vieilles filles, des sadiques et des ordures, parfois même plusieurs à la fois. Cela me faisait mal et me dégoûtait d'y penser. Après 1 an et demi, j'ai réussi à m'échapper grâce au hasard. Un de mes clients, un homme plus âgé, m'a dit que je ressemblais beaucoup à sa fille et je lui ai parlé de mes malheurs. Il m'a demandé de m'enfuir, mais j'ai dit non, en lui disant qu'il tuerait ma famille. À quoi il m'a convaincu en me disant que menacer ma fille n'était qu'une menace et un bluff. Quand une femme quitte son mari et son enfant et s'enfuit avec son amant, ce n'est pas rare pour personne. Donc il est peu probable que quelqu'un s'en soucie. Mais quand il y a des violences physiques contre un membre de la famille, ils peuvent s'en sortir. Et quel est l'intérêt de faire quelque chose pour ma fille après qu'elle s'échappe? Accrocher notre problème à eux? Et ils ne prendront pas de risques. En général, il m'a persuadé et il a réussi à me tromper et à mener à l'ambassade. Et comme je l'ai découvert sur place, cet homme était un officier de réserve des services secrets ukrainiens et il a commencé sa carrière dans le KGB soviétique. Mon passeport a été restauré. J'avais une somme d'argent normale que j'avais réussi à économiser pendant cette année et demie et je suis retournée en Russie. Et je pensais que c'était la fin de mon cauchemar, mais ce n'était pas le cas. D'autres personnes vivaient à l'adresse où je vivais avec ma famille. J'ai découvert que mon mari m'a déclaré disparu, a demandé le divorce, a vendu cet appartement et en a acheté un nouveau, plus grand et dans un quartier plus prestigieux. Il a emmené ma mère chez lui et a obtenu la garde de ma fille. J'ai suivi un traitement complet de réhabilitation, d'abord dans une clinique, puis dans un sanatorium. Des psychologues ont travaillé avec moi, j'avais de l'argent, et j'ai appris à être coiffeuse. J'ai tout raconté à la police, et j'ai même déposé une plainte, mais ils m'ont promis mollement qu'Interpol s'en occuperait. Et puis j'ai retrouvé mon ex-mari. Je n'oublierai jamais cette rencontre. Il n'a même pas dit bonjour ou demandé comment j'allais, mais a demandé ce que je voulais de lui. Nous avons passé 3 heures dans un café. Je lui ai délibérément tout raconté, mais dans ses yeux, je n'ai vu aucune trace de sympathie ou de pitié, seulement de la froideur et de la pitié. Mon mari m'a dit que ni lui ni ma fille n'avaient besoin de moi et que je devrais retourner dans mon appartement là où je m'appartenais. Je lui ai dit que je voulais voir ma fille et que j'en avais le droit légal. Il a répondu en riant, alors poursuis-moi, a sorti une pile de photos de sa poche intérieure et les a jetées sur la table. Mon bienfaiteur avait raison. Ces ordures n'ont pas fait de mal à ma fille, mais ils ont envoyé des photos de mon mari à une adresse email où je suis avec des clients. Mon mari a dit que je pouvais les prendre comme souvenir. Il les a toujours, et si j'essaie de me battre pour ma fille devant les tribunaux, il les montrera et laissera aussi ma mère les voir. Elle a un problème cardiaque et ne survivra pas à ça. De plus, il a enregistré toute notre conversation au téléphone, où j'ai vidé mon cœur, espérant le pardon, la compréhension et la sympathie. Je n'avais jamais vu mon mari comme ça. Il avait toujours été une imbécile douce, prête à pardonner n'importe quoi. Mais là, je voyais une personne complètement différente devant moi, cruelle et froide, qui ne cachait ni sa pitié ni sa haine envers moi, malgré m'avoir aimé autrefois. Bien sûr, d'un côté, je le comprenais, je l'avais trahi, mais j'avais payé le prix. Mon mari m'a dit de ne plus jamais venir chez nous, sinon tout le monde le saurait, même ma fille. Il lui a dit que j'étais morte, que avant ma trahison, j'étais une épouse aimante et une mère attentionnée. Il voulait que notre fille se souvienne de moi ainsi. Il a dit qu'il valait mieux pour elle de penser que sa mère était morte, plutôt que celle qui avait trahi sa famille, s'était enfuie avec son amant et était devenue une prostituée, même si ce n'était pas de son plein gré. Alors quelle différence ça fait-il? J'ai essayé de parler à ma mère, mais je n'ai reçu ni compréhension, ni sympathie. Elle a dit que je n'oserais pas approcher ma fille, que j'avais abandonné, et de ne pas essayer de les convaincre du contraire. Maintenant, je ne sais même pas quoi faire. Je me souviens souvent de tous les bons moments que nous avons passés en famille et avec mon mari, à quel point il était gentil avec moi,
mais je ne l'ai pas apprécié. Alors je me demande, ça vaut-il la peine de se battre? Je veux vraiment voir ma fille, elle me manque beaucoup. Et mon mari aussi me manque. Je ne juge pas son comportement, et je n'espère pas qu'il me pardonnera un jour, mais je suis laissée toute seule. Que dois-je faire maintenant? Je me repens, Louis, quelle est la conclusion? En ce moment, je travaille en tant que coiffeuse dans un salon haut de gamme. Ma seule fille vit avec son ex-mari, et je suis dans l'appartement de ma grand-mère décédée. La mère vit également chez son ex-mari et ne communique pas avec moi. Il ne me laisse pas non plus voir ma fille. Eh bien, mes amis, je vous avais prévenu que l'histoire allait être effrayante. N'est-ce pas? Je ne sais pas pour vous, mais j'ai eu du mal à la lire pour être honnête. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un récit au nom d'une fille, d'une femme, ou parce qu'à chaque nouvelle phrase, je réalisais que malheureusement, cette histoire pouvait très bien être réelle. Vous savez ce que je veux dire, mes amis, n'est-ce pas? Mais malheureusement, c'est notre réalité, et nous n'avons pas d'autre choix. Quant au personnage principal de cette histoire, oh, j'ai hâte de lire vos commentaires, et je suis sûre que, une fois de plus, votre opinion sera la même que la mienne. Oui, c'est une situation scandaleuse. Surtout quand je lisais comment elle appelait cette famille la sienne, disant qu'elle manquait à son mari, et tout ça, je n'arrêtais pas de penser à une chose. Et puis vous vous êtes retenu à vous? Vous n'avez pas laissé vos émotions sortir sous forme de mots durs. Et je suis désolée, revenons en arrière. Alors c'est ce que vous pensiez, dites-moi quand vous êtes parti pour une vie meilleure. Quel luxe, quelle vie meilleure pour vous et votre fille, bien sûr. Sauf que je suis sûre que personne d'entre nous, ni moi, ni les auditeurs, ni les abonnés, ne le croirait. Quel mari, quelle mère, quel proche, s'ils sont restés là-bas, des amis communs, parce que soyons honnêtes, vous y êtes allés en ne pensant qu'à vous-même. Sinon, comment pourriez-vous laisser votre fille? D'accord, tant pis pour le mari. Eh bien, il y a des centaines, voire des milliers d'histoires comme celle-ci. Nous en avons entendu une centaine rien que sur cette chaîne, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous pensiez en laissant une petite fille qui aime sa mère seule dans le pays? C'est un moment que je ne vous pardonnerai pas. Je suis désolée, nous sommes familiers, mais je ne pense pas que vous m'en voudrez. D'accord,